La journée s'installait dans une atmosphère lourde, presque étouffante, comme si chaque recoin de Montpellier portait en lui le poids des secrets accumulés et des vérités que personne n'osait affronter. Rien, en apparence, ne distinguait cette matinée des autres, et pourtant, une tension invisible circulait entre les êtres, reliant des destins qui semblaient prêts à basculer à tout instant sans que personne ne puisse encore en mesurer les conséquences réelles. Au centre de cette instabilité émotionnelle, Jérémy se retrouvait pris dans un engrenage qui le dépassait complètement, incapable de retrouver le moindre point d'équilibre dans une situation qui ne cessait de lui échapper. Depuis que son nom avait été associé à l'enquête sur la mort d'Isor, son existence entière semblait s'être fissurée, laissant apparaître une fragilité qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter publiquement. Chaque regard posé sur lui, chaque silence prolongé, chaque question implicite devenait une pression supplémentaire qui venait peser sur un esprit déjà saturé de doutes et d'angoisse. Dans cet état de tension permanente, Jérémy avançait sans véritable direction, cherchant instinctivement un refuge qui pourrait lui offrir un semblant de répit, même temporaire. Ce besoin presque vital de trouver un espace où il ne serait pas immédiatement jugé ou soupçonné le conduisit finalement vers Paloma, dont la présence représentait peut-être la seule zone encore épargnée par la méfiance générale. Ce n'était pas une décision réfléchie, mais plutôt un mouvement dicté par l'épuisement et par l'espoir ténu de trouver enfin un regard différent sur lui. Lorsqu'il se retrouva face à elle, tout ce qu'il avait tenté de contenir jusque-là commença à vaciller dangereusement, comme si la simple possibilité d'être compris suffisait à faire tomber les barrières qu'il avait érigées pour se protéger. Il tenta d'exprimer sa reconnaissance pour l'article qu'elle avait écrit, conscient que cette initiative avait modifié, même légèrement, la perception de l'enquête en élargissant le champ des soupçons. Mais très vite, ces mots se révélèrent insuffisants pour contenir ce qui remontait en lui, car au-delà de la gratitude, c'était une détresse profonde qui cherchait à s'exprimer. Paloma, de son côté, adopta une posture qui contrastait avec tout ce que Jérémy avait affronté jusque-là, en choisissant de ne pas précipiter les choses ni de forcer des confidences qui n'étaient pas encore prêtes à être formulées. Elle observa, écouta, et surtout, elle laissa l'espace nécessaire pour que la vérité émotionnelle de Jérémy puisse émerger sans contrainte. Cette attitude, simple en apparence, constituait pourtant une rupture majeure dans la manière dont il était traité depuis le début de cette affaire. C'est précisément dans ce contexte que la résistance de Jérémy céda progressivement, laissant place à une expression brute de ce qu'il ressentait réellement. Les larmes apparurent sans qu'il puisse les retenir, révélant une fatigue accumulée et une sensation d'injustice qui l'écrasait de plus en plus. Ce moment ne se résumait pas à un simple effondrement émotionnel, mais marquait plutôt une étape où la pression interne devenait trop forte pour être contenue plus longtemps, exposant ainsi la vulnérabilité d'un homme confronté à une situation qu'il ne maîtrisait plus. Face à cette détresse, Paloma choisit de répondre avec une lucidité mesurée, évitant toute forme de complaisance tout en affirmant clairement sa perception de la situation. Elle reconnut les imperfections de Jérémy, refusant de le placer dans une position idéalisée, mais elle affirma dans le même mouvement sa conviction qu'il n'était pas capable d'un acte aussi grave que celui dont on le soupçonnait. Cette prise de position, précisément parce qu'elle reposait sur un regard extérieur et indépendant, eut un impact considérable sur Jérémy. En effet, pour la première fois depuis le début de l'enquête, il se retrouvait face à quelqu'un qui ne cherchait ni à le protéger par loyauté ni à le condamner par prudence, mais qui posait un jugement basé sur une perception sincère et assumée. Cette reconnaissance, aussi simple soit-elle, produisit en lui un effet profond, comme si une part de l'obscurité qui l'entourait venait de se fissurer légèrement. Il ne retrouvait pas encore de certitude, mais il percevait de nouveau la possibilité de ne pas être entièrement seul face à ce qui lui arrivait. Pendant que cette scène se déroulait, ailleurs, d'autres dynamiques prenaient forme, portées par des décisions et des circonstances qui semblaient appartenir à un registre complètement différent, mais qui participaient néanmoins à cette même toile d'événements en constante évolution. Pablo, quant à lui, se préparait pour un week-end d'escalade avec un enthousiasme qui témoignait d'une légèreté encore intacte face aux complexités du monde qui l'entourait. Dans l'environnement familial, les échanges restaient marqués par une attention bienveillante, Hugo veillant à lui rappeler les règles essentielles de sécurité tout en lui laissant l'espace nécessaire pour vivre pleinement cette expérience. Ce moment de préparation constituait une transition entre un cadre structuré et une liberté temporaire, dans laquelle Pablo semblait prêt à s'engager sans retenue. Cependant, cet équilibre fut rapidement perturbé par l'appel de Noura, dont la situation introduisit une première rupture dans les plans initialement prévus. Empêché de participer au week-end en raison d'une décision maternelle liée à ses obligations scolaires,
elle se retrouvait contrainte de renoncer à ce moment qu'elle avait probablement envisagé comme un temps partagé avec Pablo. Cette absence, bien qu'imposée, modifiait profondément la configuration du week-end, créant un espace vacant qui allait être occupé autrement. C'est dans ce contexte que Salomé prit une place plus importante, non pas à travers une décision consciente de Pablo, mais par la simple évolution des circonstances. Leur départ à deux, initialement secondaire, devenait le point central de cette expérience, ouvrant la voie à une proximité nouvelle qui n'aurait peut-être pas émergé dans d'autres conditions. À leur arrivée sur le site d'escalade, l'environnement naturel imposa immédiatement sa présence, offrant un cadre à la fois exigeant et fascinant, propice à des expériences intenses. Salomé, familière des lieux, évoluait avec une assurance qui contrastait avec la position plus exploratoire de Pablo, encore en phase de découverte. Cette différence ne créait pas de distance, mais au contraire, favorisait une complémentarité qui renforçait leur interaction. La situation prit une tournure inattendue lorsqu'ils repérèrent une corde indiquant la présence d'une personne en difficulté. L'intervention qui suivit ne fut pas le fruit d'une longue réflexion, mais d'un réflexe immédiat face à une urgence évidente. La femme, bloquée par une crise de panique, se trouvait dans une position où le temps jouait contre elle, rendant toute aide extérieure essentielle. L'action menée par Pablo et Salomé, consistant à sécuriser la descente de Clara, représentait bien plus qu'un simple acte de secours. Elle instaurait entre eux une dynamique basée sur la confiance, la coordination et une forme de solidarité née dans l'intensité du moment. Une fois la situation résolue, l'apaisement qui suivit ne dissipait pas complètement l'impact de ce qu'ils venaient de vivre, laissant subsister une connexion renforcée par l'expérience partagée. Ce lien, encore implicite, allait progressivement évoluer au fil de la soirée, dans un contexte où les barrières habituelles semblaient s'atténuer. L'absence de Noura, la fatigue, l'adrénaline retombante et l'environnement isolé contribuaient à créer un climat particulier, propice à une évolution des sentiments qui dépassait le cadre initial de leur relation. Pendant ce temps, à Montpellier, la situation autour de Claudine continuait de se complexifier, portée par des interrogations auxquelles elle refusait obstinément de répondre. Face à Sabine, qui cherchait à comprendre les raisons profondes du divorce avec Clément, elle maintenait une position de retrait, préférant détourner la conversation plutôt que d'affronter directement les questions posées. Ce refus n'était pas simplement une manière d'éviter un sujet sensible, mais révélait l'existence d'un secret dont la portée dépassait largement le cadre familial. À travers un souvenir qui revenait avec une netteté troublante, Claudine se replongeait dans une période où Raphaël Atlan occupait déjà une place significative dans sa vie professionnelle et personnelle. La scène du passé, marquée par la remise d'un document et d'une lettre adressée à Maude, semblait anodine en surface, mais elle portait en elle les germes d'une histoire plus complexe, faite de relations ambiguës et de décisions aux conséquences durables. Ce retour en arrière ne constituait pas seulement un rappel, mais une menace latente, susceptible de refaire surface à tout moment et de bouleverser l'équilibre fragile qu'elle tentait de préserver. Ainsi, tandis que certains cherchaient désespérément à se reconstruire et que d'autres s'engageaient inconsciemment sur des chemins risqués, les fils de ces différentes trajectoires continuaient de se croiser, tissant une intrigue où chaque choix, chaque silence et chaque révélation potentielle portait en lui la possibilité d'un bouleversement imminent. Dans le prolongement de cette journée marquée par des fragilités qui affleuraient sans jamais totalement éclater, les trajectoires individuelles continuaient de s'entrecroiser, chacune avançant selon une logique propre mais participant, malgré tout, à un déséquilibre général de plus en plus difficile à contenir. Les apparences, encore préservées dans certains cercles, commençaient lentement à se fissurer sous la pression des non-dits, des choix ambigus et des émotions mal maîtrisées. Après le moment de rupture vécu par Jérémy auprès de Paloma, une forme d'accalmie relative semblait s'installer, mais il ne s'agissait en réalité que d'un répit fragile, suspendu à une conviction encore incertaine. Le soutien qu'il venait de recevoir n'effaçait pas la gravité de la situation, mais il introduisait une nuance essentielle dans sa perception du monde qui l'entourait. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il ne se percevait plus uniquement à travers le prisme du soupçon, ce qui modifiait imperceptiblement sa posture intérieure. Cependant, cette transformation restait limitée, car tout autour de lui, les éléments extérieurs continuaient d'évoluer indépendamment de sa volonté. Clément, de son côté, ne parvenait pas à masquer son inquiétude grandissante face à la situation de son neveu. L'attachement familial renforçait son sentiment d'impuissance, d'autant plus que l'enquête semblait prendre une direction qui pouvait, à tout moment, se retourner contre Jérémy de manière irréversible. Ce mélange d'inquiétude et de retenue créait chez lui une tension constante, comme s'il cherchait en permanence à maintenir un équilibre entre sa fonction et ses émotions. Dans ce contexte, Baker adoptait une approche beaucoup plus stratégique,
orientant clairement les investigations vers une piste qu'il considérait désormais comme prioritaire. La figure de Raphaël Atlan, déjà présente en arrière-plan, prenait une importance nouvelle, presque centrale, dans la manière dont l'affaire était abordée. En demandant à Manu et à Aude d'explorer en profondeur les liens entre Atlan et l'entourage d'Isor, Baker ne se contentait pas de suivre une intuition, mais posait les bases d'une reconfiguration de l'enquête. Cette décision n'était pas anodine, car elle impliquait un déplacement du regard collectif, une redistribution des soupçons qui pouvait, à terme, modifier les équilibres établis. Manu et Aude, en tant qu'exécutants de cette orientation, se retrouvaient investis d'une responsabilité importante, celle de creuser une piste dont les ramifications pouvaient s'avérer particulièrement complexes. Leur expérience leur permettait de mesurer les enjeux, mais aussi les risques associés à une telle direction, notamment en termes de confrontation avec des profils potentiellement dangereux. Parallèlement à cette évolution du côté de l'enquête, Margot se retrouvait dans une position de plus en plus inconfortable, tiraillée entre des influences contradictoires qui mettaient à l'épreuve sa capacité de discernement. La confrontation avec Raphaël Atlan, dans le cadre de son rôle d'avocate, avait constitué pour elle une expérience marquante, à la fois valorisante et troublante. Le compliment qu'il lui adressa, en soulignant la qualité de sa prestation, agissait comme une forme de reconnaissance professionnelle qu'elle ne pouvait ignorer. Cependant, cette valorisation s'accompagnait d'un malaise difficile à formuler, car elle entrait en résonance directe avec les mises en garde formulées par Claudine. Cette dernière, en évoquant la dangerosité d'Atlan, avait introduit un doute qui persistait malgré les apparences rassurantes que celui-ci s'efforçait de maintenir. Margot se retrouvait ainsi face à une tension interne, oscillant entre la tentation de croire en la version d'Atlan et la nécessité de prendre au sérieux les avertissements reçus. La manière dont Atlan réagit à ces doutes ne faisait qu'accentuer cette ambiguïté, car en minimisant les propos de Claudine et en les présentant comme infondés, il adoptait une stratégie qui visait à décrédibiliser toute opposition potentielle. Cette capacité à retourner les situations à son avantage, en jouant sur la perception des autres, constituait précisément l'un des éléments qui rendait sa personnalité difficile à cerner. Margot, bien qu'intelligente et lucide, ne disposait pas encore de suffisamment de recul pour analyser pleinement cette dynamique, ce qui la maintenait dans une zone d'incertitude. Dans un autre registre, la relation entre Pablo et Salomé continuait d'évoluer dans un environnement où les repères habituels s'effaçaient progressivement. Après le sauvetage de Clara, l'atmosphère qui s'installa autour du campement était marquée par une fatigue mêlée de satisfaction, une sensation d'avoir partagé quelque chose d'intense qui modifiait subtilement leur manière d'être ensemble. Clara, reconnaissante mais encore éprouvée, s'intégra à leur soirée, créant un moment de transition avant que les choses ne prennent une tournure plus intime. La nuit, en s'installant, apporta avec elle une forme de relâchement des tensions accumulées durant la journée. Le calme du camping, le silence environnant, et la distance avec le quotidien habituel contribuaient à instaurer une bulle temporaire, dans laquelle les règles ordinaires semblaient perdre de leur rigidité. C'est dans cet espace particulier que Pablo et Salomé commencèrent à interagir différemment, leur complicité prenant une dimension plus personnelle, moins encadrée. Ce rapprochement ne se produisit pas de manière brusque, mais s'inscrivit dans une continuité logique de ce qu'ils avaient vécu ensemble. Les échanges, d'abord légers, teintés d'une forme de taquinerie, laissaient progressivement place à une attention plus marquée, à une proximité physique et émotionnelle qui ne pouvait plus être ignorée. La transition vers un geste plus explicite, en l'occurrence un baiser, marquait un point de non-retour, une frontière franchie sans véritable réflexion préalable. Ce moment, chargé d'émotions, ne restait pas isolé, car il s'inscrivait immédiatement dans une dynamique qui les conduisait à passer la nuit ensemble, dans l'attente, à l'écart du reste du monde. Cette décision, bien qu'elle puisse apparaître comme une simple conséquence de l'instant, portait en elle des implications importantes, notamment vis-à-vis de Noura, dont l'absence prenait désormais une signification différente. Ce qui n'était au départ qu'un empêchement temporaire devenait, à travers ce qui venait de se produire, un élément déclencheur d'une rupture plus profonde. Pendant ce temps, à Montpellier, Claudine poursuivait son effort pour maintenir intacte la barrière qu'elle avait dressée entre son passé et son présent. Face à Sabine, qui continuait de chercher à comprendre les raisons du divorce avec Clément, elle persistait dans son refus de livrer la moindre explication, consciente que toute révélation risquait d'entraîner des conséquences qu'elle n'était pas prête à assumer. Cette position, bien que cohérente du point de vue de la protection, renforçait néanmoins le sentiment de distance entre mère et fille. Le souvenir lié à Raphaël Atlan, loin de s'estomper, semblait au contraire gagner en intensité, comme si les événements actuels venaient réveiller une mémoire qu'elle aurait préféré laisser enfouie.
La lettre évoquée, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle avait été remise, prenaient une dimension nouvelle à la lumière de ce qui se déroulait dans le présent. Ce passé, longtemps contenu, menaçait désormais de refaire surface, non pas comme un simple souvenir, mais comme un élément actif susceptible d'influencer le cours des événements. Ainsi, entre les avancées de l'enquête, les tensions familiales et les choix personnels aux conséquences incertaines, l'ensemble des situations évoluait vers un point de convergence où les équilibres précaires risquaient de céder. Chacun, à sa manière, avançait sans disposer de toutes les informations nécessaires, prenant des décisions qui, bien qu'elles semblent justifiées dans l'instant, pourraient à terme engendrer des répercussions bien plus larges que prévu. À mesure que la nuit s'installait pleinement sur les reliefs escarpés du site d'escalade, une transformation subtile mais irréversible s'opérait dans l'atmosphère qui entourait Pablo et Salomé, comme si l'obscurité elle-même venait dissoudre les dernières résistances qui subsistaient encore entre eux. Ce qui, quelques heures plus tôt, relevait d'une simple complicité nourrie par une expérience partagée se métamorphosait progressivement en une proximité plus intime, portée par un enchaînement de circonstances qui les dépassaient en partie, mais auxquelles ils ne cherchaient plus véritablement à s'opposer. Le sauvetage de Clara avait agi comme un catalyseur, révélant chez chacun d'eux une capacité à se faire confiance dans l'urgence, à coordonner leurs gestes et leurs décisions sans hésitation. Cette expérience commune, chargée d'adrénaline et de responsabilité, avait laissé derrière elle une sensation d'accomplissement, mais aussi un lien invisible qui continuait de vibrer en eux, même lorsque le danger immédiat s'était dissipé. En s'installant autour du campement, dans une ambiance redevenue plus calme, ils portaient encore en eux l'écho de ce moment intense, comme une empreinte difficile à ignorer. Clara, bien que profondément reconnaissante, restait marquée par l'épreuve qu'elle venait de traverser, et sa présence introduisait une forme de transition dans la soirée, empêchant que les choses ne basculent trop rapidement. Les échanges restaient mesurés, ponctués de silence où chacun semblait encore digérer ce qui s'était produit. Cependant, à mesure que la fatigue prenait le dessus et que Clara se retirait pour se reposer, une autre dynamique commençait à s'imposer entre Pablo et Salomé, libérés de la contrainte d'un tiers et amplifiés par le cadre isolé dans lequel ils se trouvaient. Dans cet espace où le temps semblait suspendu, leurs interactions prenaient une tonalité différente, moins contrôlée, plus instinctive, comme si la distance habituelle qui régissait leur rapport s'effaçait peu à peu. Les regards devenaient plus insistants, les gestes plus proches, et les paroles, bien que rares, portaient une charge implicite qui ne laissait plus place à l'ambiguïté. Ce glissement progressif, loin d'être brusque, s'inscrivait dans une continuité émotionnelle qui rendait la suite presque inévitable. Le moment où leurs lèvres se rencontrèrent ne fut pas précédé d'une décision consciente, mais résultat d'un alignement de sensations et de circonstances qui convergèrent naturellement vers ce geste. Ce baiser, en apparence simple, marquait en réalité une rupture nette avec l'état précédent de leur relation, franchissant une limite qui, une fois dépassée, ne pouvait plus être ignorée. À cet instant précis, les conséquences de cet acte n'étaient pas encore pleinement envisagées, car l'intensité du moment prenait le pas sur toute forme de réflexion. La suite s'inscrivit dans la continuité de ce basculement, les conduisant à s'isoler dans l'attente, à l'abri des regards et des jugements extérieurs, où ils laissèrent s'exprimer cette proximité nouvelle sans chercher à la freiner. Ce choix, bien qu'il puisse être interprété comme une simple conséquence de l'instant, constituait en réalité un tournant majeur, notamment en ce qu'il impliquait une trahison implicite vis-à-vis de Noura, dont la présence absente devenait désormais un élément central dans la lecture de ce qui venait de se produire. Cette nuit, qui aurait pu rester un simple épisode isolé, portait en elle les germes d'une complication émotionnelle à venir, car elle modifiait profondément les liens existants, introduisant un déséquilibre qui ne tarderait pas à se manifester. Pablo, porté par l'instant, ne mesurait pas encore pleinement la portée de son geste, tandis que Salomé, bien que consciente de la situation, semblait accepter cette évolution sans chercher à en anticiper les conséquences. Pendant que ces événements se déroulaient loin de Montpellier, la situation autour de Jérémy continuait d'évoluer dans une direction incertaine, oscillant entre espoir fragile et menaces persistantes. Le soutien reçu de Paloma avait introduit une forme de stabilité intérieure, mais cette dernière restait précaire, dépendante de facteurs extérieurs qui échappaient encore à son contrôle. L'enquête, loin de ralentir, poursuivait son cours, et les décisions prises par Baker commençaient à produire leurs effets. Manu et Aude, désormais pleinement engagés dans l'exploration de la piste Atlan, avançaient avec une méthodologie rigoureuse, conscients que cette orientation pouvait ouvrir sur des révélations importantes, mais aussi sur des zones particulièrement sensibles. L'entourage d'Isor, jusque-là analysé de manière plus diffuse, faisait désormais l'objet d'une attention ciblée, chaque détail étant examiné à la lumière de cette nouvelle hypothèse.
Cette progression, bien que structurée, s'accompagnait d'une certaine tension, car elle impliquait de s'approcher d'un individu dont la réputation, bien que difficile à cerner précisément, laissait entrevoir une complexité certaine. Raphaël Atlan, en apparaissant de plus en plus clairement comme un point central possible de l'affaire, devenait une figure autour de laquelle les interrogations se cristallisaient, sans pour autant fournir de réponses immédiates. Dans ce contexte, la position de Margot se révélait de plus en plus délicate, car elle se trouvait directement exposée à l'influence d'Atlan tout en portant en elle les mises en garde formulées par Claudine. Cette dualité créait une tension intérieure difficile à résoudre, car chaque interaction avec Atlan semblait à la fois confirmer et contredire les avertissements qu'elle avait reçus. Le compliment qu'il lui avait adressé, en valorisant sa prestation lors de la confrontation, continuait de résonner en elle, agissant comme une forme de reconnaissance professionnelle qui renforçait son engagement dans cette affaire. Cependant, cette valorisation s'accompagnait d'un sentiment diffus de manipulation, difficile à prouver mais suffisamment présent pour susciter un doute persistant. La manière dont Atlan abordait les inquiétudes liées à Claudine contribuait à accentuer cette ambiguïté, car en réduisant ses propos à une simple tentative d'intimidation sans fondement, il cherchait à repositionner la perception de Margot, l'amenant à remettre en question la légitimité des avertissements reçus. Cette stratégie, subtile mais efficace, reposait sur une capacité à influencer sans imposer, laissant à son interlocuteur l'illusion d'une autonomie de jugement. Margot, malgré sa lucidité, se retrouvait ainsi dans une position où chaque élément pouvait être interprété de plusieurs manières, rendant toute décision particulièrement complexe. Cette incertitude, loin d'être paralysante, constituait néanmoins un terrain propice à des erreurs d'appréciation, notamment face à un individu capable de jouer sur les perceptions avec une grande habileté. Dans un autre registre, la relation entre Claudine et Sabine continuait de se tendre, portée par une accumulation de non-dits qui finissait par créer une distance difficile à combler. Le refus persistant de Claudine de revenir sur les raisons de son divorce avec Clément ne faisait qu'alimenter les interrogations de Sabine, qui percevait de plus en plus clairement que ce silence dissimulait quelque chose de plus profond. Le souvenir lié à Atlan, loin de s'estomper, s'imposait comme un point central dans cette tension, agissant comme une clé potentielle pour comprendre le passé que Claudine s'efforçait de cacher. La lettre évoquée, ainsi que le contexte dans lequel elle avait été remise, prenaient une dimension symbolique, représentant un moment charnière dont les répercussions semblaient encore actives dans le présent. Claudine, consciente du danger que représenterait une révélation complète, persistait dans sa stratégie de dissimulation, préférant supporter la distance avec sa fille plutôt que de risquer de voir ressurgir des éléments qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ce choix, bien qu'il puisse apparaître comme une forme de protection, contribuait néanmoins à fragiliser le lien qui les unissait, ouvrant la voie à des tensions futures. Ainsi, entre les conséquences d'une nuit qui venait de redéfinir certaines relations, les avancées d'une enquête de plus en plus orientée vers une figure énigmatique, et les secrets du passé qui menaçaient de refaire surface, l'ensemble des situations évoluait vers un point où les équilibres établis risquaient de se rompre. Chaque personnage, pris dans sa propre dynamique, avançait sans disposer d'une vision globale, ce qui rendait l'ensemble d'autant plus instable et imprévisible. Dans le même temps, tandis que certaines relations basculaient dans l'intimité et que d'autres se fragilisaient sous le poids des secrets, l'enquête poursuivait son avancée avec une précision méthodique qui contrastait fortement avec le désordre émotionnel des protagonistes impliqués. À Montpellier, l'atmosphère devenait progressivement plus dense, comme si chaque décision prise en coulisses contribuait à resserrer un filet invisible autour de vérités encore dissimulées. Baker, en orientant résolument les investigations vers Raphaël Atlan, ne se contentait pas de suivre une intuition isolée, mais cherchait à structurer une ligne directrice capable de donner du sens aux éléments épars accumulés jusque-là. Cette stratégie reposait sur une analyse des liens indirects, des relations périphériques, et surtout des zones d'ombre qui entouraient Isor, dont le passé apparaissait désormais comme un terrain fertile pour de nouvelles découvertes. En demandant à Manu et à Aude d'approfondir cette piste, il introduisait une dynamique d'enquête plus ciblée, mais aussi potentiellement plus risquée. Manu, fidèle à son approche rigoureuse, s'engageait dans cette mission avec une attention particulière portée aux détails, conscient que la moindre incohérence pouvait constituer une faille exploitable. Aude, de son côté, complétait cette démarche par une capacité à relier les informations entre elles, cherchant à établir des connexions qui ne se révélaient pas toujours immédiatement. Ensemble, ils avançaient dans un espace où chaque indice pouvait soit renforcer une hypothèse, soit la fragiliser, rendant leur progression à la fois précise et incertaine. Cette évolution de l'enquête n'était pas sans conséquence pour Jérémy, dont la situation restait suspendue à des conclusions qui n'avaient pas encore été tirées.
Bien que la piste Atlan puisse, à terme, détourner les soupçons qui pesaient sur lui, elle introduisait également une nouvelle forme d'attente, celle d'un résultat qui tardait à se concrétiser. Jérémie se retrouvait ainsi dans une position paradoxale, oscillant entre l'espoir d'être enfin disculpé et la peur que cette nouvelle direction ne débouche sur rien de tangible. Dans cet état d'incertitude, le soutien de Paloma continuait de jouer un rôle essentiel, non pas en modifiant directement le cours des événements, mais en influençant la manière dont Jérémie les percevait. La conviction qu'elle avait exprimée, affirmant qu'il n'était pas un assassin, persistait en lui comme un point d'ancrage, lui permettant de ne pas sombrer complètement dans le doute. Cette confiance, bien que fragile, constituait une ressource intérieure précieuse, lui offrant la possibilité de tenir face à une pression constante. Parallèlement, Clément observait la situation avec une inquiétude qui ne cessait de croître, conscient que chaque nouvelle orientation de l'enquête pouvait avoir des répercussions directes sur son neveu. Son positionnement, à la croisée de ses responsabilités professionnelles et de son attachement familial, le plaçait dans une posture délicate, où toute réaction devait être mesurée avec précision. Il ne pouvait intervenir ouvertement sans risquer de compromettre l'équilibre de l'enquête, mais il ne pouvait pas non plus rester totalement passif face à ce qui se jouait. Dans un autre registre, la relation entre Margot et Raphaël Atlan continuait de se développer dans une ambiguïté de plus en plus marquée, alimentée par des interactions où la frontière entre sincérité et manipulation restait difficile à définir. Le compliment qu'il lui avait adressé ne se limitait pas à une simple reconnaissance professionnelle, mais participait à une stratégie plus globale visant à établir une relation de confiance, voire d'influence. Margot, en recevant cette validation, se trouvait valorisée dans son rôle, ce qui renforçait son implication dans la défense d'Atlan. Cependant, cette valorisation ne suffisait pas à dissiper complètement les doutes qu'elle avait intégrés suite aux avertissements de Claudine. Cette tension intérieure, loin de se résoudre, s'intensifiait à mesure que les interactions avec Atlan se multipliaient, chaque échange apportant de nouveaux éléments sans jamais offrir de réponse définitive. Atlan, de son côté, maintenait une posture parfaitement maîtrisée, alternant entre assurance et minimisation des inquiétudes exprimées à son sujet. En rejetant les propos de Claudine comme étant infondés, il cherchait à repositionner le débat sur un terrain plus favorable, où il pouvait apparaître comme la victime d'une perception erronée. Cette capacité à redéfinir les cadres de compréhension constituait l'un de ses atouts majeurs, rendant toute tentative d'analyse particulièrement complexe. Dans ce contexte, Margot se retrouvait dans une situation où chaque décision pouvait avoir des conséquences importantes, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. La nécessité de maintenir une distance critique se heurtait à une forme d'attraction intellectuelle, voire émotionnelle, qui compliquait son positionnement. Cette dualité, encore contenue, laissait présager des évolutions futures où son discernement serait mis à rude épreuve. Pendant ce temps, la dynamique entre Claudine et Sabine continuait de se tendre, portée par une accumulation de frustration et d'incompréhension qui finissait par fragiliser leur relation. Sabine, confrontée au refus répété de sa mère de répondre à ses questions, développait une méfiance croissante, interprétant ce silence comme une preuve de dissimulation. Cette perception, bien que compréhensible, accentuait la distance entre elles, rendant toute communication de plus en plus difficile. Claudine, consciente de cette dégradation, persistait néanmoins dans sa stratégie, convaincue que la révélation de la vérité aurait des conséquences bien plus graves que le maintien du secret. Le souvenir de Raphaël Atlan, déjà présent dans ses pensées, prenait une place de plus en plus importante, comme une ombre du passé qui s'étendait progressivement sur le présent. La lettre évoquée, ainsi que les circonstances de sa remise, continuaient de représenter un point de tension majeur, susceptible de tout faire basculer si elle venait à être révélée. Dans un autre espace, plus isolé mais tout aussi chargé de conséquences, la nuit passée par Pablo et Salomé commençait à produire ses premiers effets, non pas immédiatement visibles, mais perceptibles dans la manière dont chacun d'eux abordait la réalité au lendemain de cet événement. Le réveil, marqué par une forme de calme apparent, dissimulait en réalité une complexité émotionnelle naissante, faite de questionnements implicites et de prises de conscience progressives. Pablo, confronté à ce qu'il venait de vivre, se trouvait dans une position où l'instant présent devait désormais être mis en perspective avec les engagements qu'il avait pris auparavant, notamment vis-à-vis de Noura. Cette confrontation entre le désir immédiat et la réalité des conséquences constituait une étape délicate, où la facilité de l'instant cédait progressivement la place à une réflexion plus lourde. Salomé, de son côté, semblait aborder la situation avec une forme de lucidité différente, peut-être plus détachée, mais non dénuée d'implication. Elle ne pouvait ignorer la dimension de ce qui s'était produit, ni les répercussions potentielles sur les relations existantes.
Cependant, son positionnement restait encore en construction, oscillant entre acceptation et anticipation des conséquences à venir. Ainsi, entre les avancées d'une enquête qui se précisait, les tensions familiales qui s'intensifiaient et les choix personnels qui redéfinissaient les relations, l'ensemble des situations évoluait vers un point de convergence où chaque élément semblait prêt à entrer en collision avec les autres. Les apparences, encore maintenues dans certains cas, devenaient de plus en plus fragiles, laissant entrevoir la possibilité d'un basculement imminent. À ce moment-là, les conséquences invisibles des choix récents commençaient lentement à remonter à la surface, comme si chaque action posée dans l'ombre cherchait désormais à trouver sa place dans une réalité qui ne pouvait plus rester fragmentée. Ce qui, jusque-là, semblait se dérouler en parallèle commençait à converger vers une même tension globale, où les émotions, les décisions et les secrets s'entremêlaient dans un équilibre de plus en plus instable. Jérémy, malgré l'apaisement relatif qu'il avait trouvé auprès de Paloma, ne pouvait échapper à la réalité de sa situation, qui continuait de peser sur lui avec une intensité constante. Le simple fait d'avoir été entendu, compris, et soutenu ne suffisait pas à effacer les doutes qui circulaient autour de lui, ni à dissiper l'incertitude qui entourait l'enquête. Cependant, ce soutien avait introduit une nuance essentielle dans son état d'esprit, en lui permettant de ne plus se percevoir uniquement comme une cible passive, mais comme quelqu'un encore capable de se tenir debout face à ce qui l'accablait. Cette transformation, bien que subtile, influençait désormais sa manière d'interagir avec le monde extérieur, le rendant légèrement plus résistant à la pression qui s'exerçait sur lui. Il ne retrouvait pas encore de sérénité, mais il parvenait à maintenir une forme de cohérence intérieure, évitant ainsi de sombrer complètement dans une spirale de désespoir. Cette évolution restait fragile, dépendante d'un équilibre précaire entre ce qu'il ressentait et ce qui se jouait autour de lui. Pendant ce temps, l'enquête poursuivait son développement selon une logique de plus en plus structurée, portée par la détermination de Baker à explorer la piste Atlan jusqu'à ses limites. Les investigations menées par Manu et Aude commençaient à produire des éléments qui, sans constituer encore des preuves définitives, contribuaient à dessiner un cadre plus précis autour de cette figure désormais centrale. Chaque information collectée venait alimenter une hypothèse qui prenait progressivement de la consistance, sans pour autant offrir une conclusion immédiate. Cette progression introduisait une forme de tension supplémentaire, car elle créait une attente, celle d'une révélation qui tardait à se concrétiser, mais dont l'éventualité devenait de plus en plus tangible. L'entourage d'Isor, analysé sous un angle nouveau, révélait des zones d'ombre qui, jusque-là, n'avaient pas été pleinement exploitées. Ce travail de fond, bien que discret, constituait un levier essentiel dans l'évolution de l'enquête, susceptible de modifier en profondeur les perceptions établies. Dans ce contexte, la position de Clément restait particulièrement délicate, car il se trouvait directement concerné par les implications potentielles de ces avancées. Son inquiétude, déjà présente, s'intensifiait à mesure que l'enquête progressait, car chaque nouvelle piste pouvait soit éloigner Jérémy du centre des soupçons, soit, au contraire, le ramener brutalement au premier plan. Cette incertitude permanente créait chez lui une tension difficile à gérer, d'autant plus qu'il ne disposait d'aucun moyen d'agir directement sur le cours des événements. Parallèlement, la relation entre Margot et Raphaël Atlan continuait de se développer dans un climat où la confiance et la méfiance coexistaient de manière ambiguë. Les échanges entre eux, de plus en plus fréquents, contribuaient à renforcer une forme de proximité professionnelle qui, peu à peu, prenait une dimension plus complexe. Atlan, en maintenant une posture maîtrisée et en valorisant régulièrement les compétences de Margot, consolidait une relation dans laquelle il apparaissait à la fois comme un client exigeant et comme une figure influente. Cependant, cette dynamique ne parvenait pas à dissiper complètement les doutes qui persistaient en Margot, notamment en raison des avertissements répétés de Claudine. Cette dernière, en évoquant la dangerosité d'Atlan, avait introduit une dimension inquiétante que Margot ne pouvait totalement ignorer, même si elle ne disposait pas encore d'éléments concrets pour la confirmer. Cette tension interne, loin de s'apaiser, continuait de s'intensifier, rendant chaque interaction avec Atlan plus chargée de sens. La manière dont Atlan abordait ses doutes contribuait à complexifier davantage la situation, car en minimisant systématiquement les propos de Claudine, il cherchait à redéfinir le cadre de compréhension de Margot, l'amenant à reconsidérer la légitimité des inquiétudes exprimées. Cette stratégie, fondée sur une subtilité psychologique, reposait sur une capacité à influencer sans contraindre, laissant à son interlocutrice l'impression de conserver son autonomie de jugement. Margot, bien que consciente de cette possible manipulation, se retrouvait néanmoins dans une position où il devenait de plus en plus difficile de maintenir une distance critique claire. Cette ambivalence, encore contenue,
la plaçait dans une zone de vulnérabilité, où ses décisions futures pourraient être influencées par des éléments qu'elle ne maîtrisait pas totalement. Dans un autre registre, les tensions entre Claudine et Sabine continuaient de s'accentuer, alimentées par une accumulation de non-dits qui finissait par éroder la confiance entre elles. Sabine, confrontée au refus persistant de sa mère de répondre à ses questions, développait une frustration croissante, interprétant ce silence comme une forme de rejet ou de dissimulation. Cette perception, bien qu'elle puisse être partiellement erronée, n'en restait pas moins réelle dans son ressenti, accentuant la distance émotionnelle qui les séparait. Claudine, de son côté, restait fermement ancrée dans sa décision de ne pas révéler la vérité, consciente que toute ouverture sur ce passé risquait de déclencher une série de conséquences qu'elle ne serait plus en mesure de contrôler. Le souvenir lié à Raphaël Atlan, loin de s'atténuer, continuait de s'imposer à elle avec une intensité croissante, comme un rappel constant d'un moment qu'elle aurait préféré effacer. Cette mémoire, devenue presque oppressante, renforçait sa détermination à maintenir le silence, même au prix d'une dégradation de sa relation avec Sabine. Dans un autre espace, les répercussions de la nuit passée entre Pablo et Salomé commençaient à s'inscrire dans une réalité plus concrète, où les émotions de l'instant devaient désormais être confrontées aux implications de leurs actes. Le retour progressif à un cadre plus habituel introduisait une distance qui permettait une première prise de recul, rendant visibles des éléments qui, jusque-là, étaient restés en arrière-plan. Pablo, confronté à cette nouvelle réalité, se retrouvait face à une contradiction qu'il ne pouvait plus ignorer, entre ce qu'il avait vécu et les engagements qu'il avait pris auparavant. Cette confrontation, bien que progressive, introduisait une forme de malaise qui se manifestait dans sa manière de se positionner, oscillant entre justification implicite et prise de conscience partielle des conséquences. Salomé, quant à elle, abordait la situation avec une forme de lucidité qui ne supprimait pas pour autant la complexité de ce qu'ils avaient vécu. Elle ne pouvait ignorer le caractère problématique de la situation, notamment en ce qui concernait Noura, mais elle ne semblait pas non plus chercher à revenir en arrière. Cette posture, à la fois assumée et mesurée, la plaçait dans une position où elle acceptait les implications sans pour autant en anticiper toutes les conséquences. Ainsi, à travers ces différentes dynamiques, un mouvement général se dessinait, où chaque trajectoire individuelle contribuait à renforcer une tension globale, prête à atteindre un point critique. Les équilibres, déjà fragilisés, continuaient de se dégrader, laissant entrevoir la possibilité d'un basculement où les vérités dissimulées, les choix assumés et les émotions contenues finiraient par entrer en collision. Dans le prolongement de ces tensions accumulées, une forme de convergence silencieuse commençait à s'imposer, comme si chaque trajectoire, jusque-là autonome, se rapprochait progressivement d'un point de bascule où plus rien ne pourrait rester dissimulé. Les apparences continuaient d'être maintenues, les rôles restaient en place, mais derrière cette façade fragile, les lignes commençaient à se fissurer de manière irréversible. Jérémy, malgré la présence rassurante de Paloma dans son esprit, restait suspendu à une attente dont il ne maîtrisait ni le rythme ni l'issue. L'espoir qu'elle avait fait naître en lui continuait de le soutenir, mais il ne pouvait ignorer que cet espoir reposait sur une réalité encore instable. La conviction d'être innocent ne suffisait pas à effacer les soupçons, ni à accélérer le cours d'une enquête qui suivait sa propre logique, indépendante de ses émotions. Cependant, quelque chose avait changé dans sa manière de faire face à la situation, comme si le simple fait d'avoir été reconnu dans sa vérité intérieure lui permettait désormais de résister autrement. Il ne s'agissait pas d'un retour à la sérénité, mais d'une capacité nouvelle à ne pas se laisser entièrement submerger, à maintenir une cohérence malgré le chaos qui l'entourait. Cette évolution, discrète mais réelle, constituait peut-être le premier pas vers une reconstruction possible, même si celle-ci restait encore incertaine. Pendant ce temps, l'enquête poursuivait sa progression dans une direction de plus en plus précise, portée par la détermination de Baker à faire émerger une vérité qui se dérobait encore. La piste Atlan, désormais solidement installée au cœur des investigations, continuait de se développer à travers le travail minutieux de Manu et Aude, dont l'analyse commençait à faire apparaître des connexions jusque-là invisibles. Chaque élément collecté contribuait à renforcer l'idée que cette direction n'était pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'une logique qui se dévoilait progressivement. Cette avancée, bien qu'encore incomplète, modifiait déjà les équilibres en place, en déplaçant le centre de gravité de l'enquête vers une figure dont la complexité ne cessait de se confirmer. Raphaël Atlan, sans être encore directement mis en cause de manière formelle, devenait un point de tension autour duquel s'organisaient désormais les interrogations, les doutes et les hypothèses. Ce déplacement, subtil mais significatif, ouvrait la possibilité d'un retournement qui pourrait, à terme, redéfinir l'ensemble de la situation.
Dans ce contexte, la position de Clément restait marquée par une inquiétude contenue, nourrie par une conscience aiguë des enjeux en cours. Son attachement à Jérémy se heurtait à une réalité professionnelle qui lui imposait une certaine retenue, l'empêchant d'intervenir directement malgré son désir de protéger. Cette tension intérieure, difficile à exprimer, traduisait la complexité de sa situation, où chaque émotion devait être contenue pour préserver un équilibre fragile. Parallèlement, la relation entre Margot et Atlan continuait de s'inscrire dans une dynamique où l'influence et la perception jouaient un rôle déterminant. Les échanges entre eux, de plus en plus fréquents, contribuaient à renforcer une proximité qui dépassait le cadre strictement professionnel, introduisant des éléments de confiance qui pouvaient, à terme, altérer la capacité de Margot à maintenir une distance critique. Atlan, en poursuivant sa stratégie de valorisation et de repositionnement, consolidait une image qui, sans être totalement convaincante, parvenait néanmoins à s'imposer dans l'esprit de son interlocutrice. En minimisant les avertissements de Claudine et en les présentant comme des constructions infondées, il cherchait à neutraliser toute source de doute, orientant ainsi la perception de Margot vers une lecture plus favorable de sa personne. Cette influence, bien que subtile, constituait un élément déterminant dans l'évolution de la situation, car elle reposait sur une capacité à agir sur les représentations plutôt que sur les faits eux-mêmes. Margot, consciente de cette complexité, se trouvait néanmoins dans une position où il devenait de plus en plus difficile de distinguer clairement ce qui relevait de la réalité et ce qui relevait de la manipulation, ce qui la plaçait dans une zone d'incertitude particulièrement délicate. Dans un autre registre, la relation entre Claudine et Sabine continuait de s'enliser dans une incompréhension mutuelle, alimentée par un silence qui devenait de plus en plus lourd à porter. Sabine, en cherchant des réponses qu'elle ne recevait pas, développait une frustration qui risquait de se transformer en rupture, tandis que Claudine, en maintenant son secret, renforçait involontairement cette distance. Le passé, incarné par la figure d'Atlan et par les souvenirs qui y étaient liés, continuait de peser sur le présent avec une intensité croissante, comme si les événements en cours venaient réveiller une mémoire qu'il n'était plus possible d'ignorer. Cette tension entre ce qui avait été et ce qui était en train de se jouer constituait un point de fragilité majeur, susceptible de faire basculer l'ensemble des relations impliquées. Dans un espace plus éloigné, mais tout aussi déterminant, les conséquences de la nuit passée entre Pablo et Salomé commençaient à s'inscrire dans une réalité qui ne pouvait plus être ignorée. Le retour progressif à une forme de normalité introduisait une distance qui permettait une prise de conscience plus nette des implications de leurs actes, notamment en ce qui concernait Noura, dont l'absence prenait désormais une dimension symbolique forte. Pablo, confronté à cette réalité, se retrouvait face à une contradiction qu'il ne pouvait plus éviter, entre ce qu'il avait vécu et ce qu'il était censé préserver. Cette tension, bien que encore contenue, laissait présager des difficultés à venir, car elle impliquait des choix qui ne pourraient être différés indéfiniment. Salomé, de son côté, maintenait une posture plus stable en apparence, mais qui n'excluait pas une prise de conscience progressive des conséquences de leur rapprochement. Ainsi, l'ensemble des dynamiques en cours convergeait vers un point où les équilibres existants ne pourraient plus être maintenus sans transformation. Les secrets, les choix et les émotions, longtemps contenus, semblaient désormais prêts à émerger, ouvrant la voie à des révélations qui pourraient redéfinir en profondeur les relations et les trajectoires de chacun. Et au cœur de cette instabilité, une vérité commençait à s'imposer avec une évidence silencieuse. Ce qui avait été caché trop longtemps ne pouvait indéfiniment rester dans l'ombre, et le moment où tout basculerait ne semblait plus si lointain.